Salut, c'est Denis Trudel. Alors écoutez, ce dimanche, à Dimanche on lit, pour ma première émission comme animateur de cette émission-là, on reçoit deux invités hyper intéressants. Alors, Jules Falardeau, pour un livre qui s'appelle « Du sang, de la sueur et des larmes, 200 ans d'histoire de boxe au Québec ». Vous allez voir, c'est vraiment hyper intéressant. Et on reçoit aussi, en deuxième demi-heure, Vincent Vallée pour un livre, en fait, qui s'appelle « La différence québécoise, un modèle de liberté, d'égalité et de coopération ». Plein de chiffres, plein de données sur comment le Québec est pas pareil que le reste du Canada et le reste du monde. C'est vraiment une émission très intéressante. Je vous invite à être parmi nous ce dimanche 29 juin à 10h le matin à Dimanche on lit. Salut, gang. Salut, Denis Trudel, ex-député de Longueuil-Saint-Hubert. Aujourd'hui, pour Dimanche on lit, première émission, le 29 juin. Je suis bien content qu'on m'ait confié cette émission-là. Je remplace Jacques Letourneau, que vous connaissez bien, qui, avec José Bournival, gère cette émission-là, anime cette émission-là depuis déjà quelques temps. Alors, je remplace des gros souliers, mais pour moi, la lecture, c'est une passion. Pendant que j'étais député, j'avais pas tant de temps de lire que ça, autant de temps que j'aimerais, mais j'ai à peu près une vingtaine de livres qui m'attendent sur ma table de chevet depuis la fin de ma vie politique. On va dire ça comme ça. Donc, c'est une de mes passions, avec le curling, la politique, l'indépendance du Québec, bien, la lecture, c'est une passion. Je vais essayer de vous faire découvrir ce que moi j'aime, ce que je pense que les gens pourraient aimer, les livres qui apparaissent en ce moment. Ça se fait avec la contribution de la librairie Allée, qui est juste à côté, qui est la place où je vais acheter tous mes livres ici sur Saint-Charles, en face du Parc Saint-Marc. Je vous conseille vivement d'aller là. Ils ont à peu près tout ce qu'on veut. Ils ont beaucoup de livres québécois. Moi, évidemment, je vais favoriser la littérature québécoise dans mes présentations. Donc, je vais être ici avec vous autres toutes les 2 semaines, le dimanche matin à 10h. C'est un rendez-vous. Je suis avec vous. On va commencer. Aujourd'hui, on reçoit deux invités très intéressants. Premièrement, Jules Falardeau pour son livre sur la boxe, Du sang, de la sueur et des larmes, aux éditions du Journal. Et Vincent Vallée pour un livre qui s'appelle La différence québécoise, OK? Publié par l'Institut de recherche sur le Québec. Un livre très intéressant sur comment on se différencie du Canada, du reste du monde aussi, mais les différences qui font que le Québec est ce qu'il est. Alors, on revient après la pause, première entrevue avec Jules Falardeau. Merci. Alors, Jules Falardeau, comment ça va? Très bien, merci. Ben oui, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de me recevoir. À ma première émission, tu es mon baptême. Peut-être que je serai pas bien bon. Fait que toi, tu essaieras d'être bon. Tu essaieras d'être intéressant. On s'ajustera. On s'ajustera. Alors, Jules, il a écrit un livre. Tu as écrit un livre qui s'appelle Du sang, de la sueur et des larmes, que je montre au grand public. Préface de Kim Clavel aux éditions du Journal. Écoute, moi, j'ai lu ça avec grand intérêt. Moi qui n'ai pas, puis je le dis d'emblée parce que c'est intéressant, j'ai lu ça avec passion, en fait. Je l'ai dévoré en une après-midi. Moi qui n'ai pas un fan de boxe. Fait que là, première question, j'ai le goût de t'envoyer, Jules. Pourquoi écrire un livre sur la boxe? Ben, je pense que ça avait jamais été fait, en fait, de cette ampleur-là. Parce que l'histoire de la boxe, veux pas, c'est l'histoire du Québec. Fait que, les grands événements historiques traversent, que ça soit, je sais pas, le référendum de 80 teintait un peu les galas à cette époque-là. La Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une grande pause. L'exode des Canadiens français aux États-Unis, qui sont les premiers champions du monde québécois. Fait que ça avait déjà été fait, mais là, moi, j'ajoute l'élément photo, si on veut. Puis là, on est allé piger dans des archives. Puis il y a un des boxeurs qui était probablement la première star québécoise, s'appelle Eugène Brosseau. Et ses camps d'entraînement sont dans la campagne de Longueuil. Donc, ici, là? Oui, ouais. Mais c'était une campagne. Ils fabriquaient leur ring, leur rack pour leur punching bag. C'était dans le champ, là. C'était dans le champ. C'est ça. Okay. Fait qu'il y a tout cet élément-là. Quand je dis des fois, il n'y a pas grand monde qui peut être aussi enthousiaste que moi de recevoir des photos d'un camp d'entraînement de Longueuil de 1921, un mardi matin, puis de sauter au plafond, parce que c'est des photos qu'on n'a jamais vues, que personne n'a jamais vues depuis 100 ans. Il y a beaucoup de photos dans puis je trouvais que c'est important de laisser une trace comme ça sur cette histoire-là. Donc, d'où est-ce qu'on est parti, les Canadiens français,
comme boxeur et jusqu'où on est arrivé quand on finit avec Kim Clavel et la relève féminine. Ouais. Il y a beaucoup, tu sais, bon, il faut le préciser, tu sais, le sous-titre, c'est 200 ans de boxe au Québec. Donc, c'est un peu une historique aussi, comme tu dis, tu fais un peu l'histoire du Québec. Parle-nous donc des débuts. Moi, ça m'a beaucoup frappé aussi comment les premiers boxeurs québécois, c'était des gars qui étaient partis en Nouvelle-Angleterre travailler. C'était des pauvres, en fait. Tu sais, c'était un peu... de toute époque, c'est beaucoup des pauvres. Okay. Ça tend un petit peu à changer dans le sens où il y a des gens qui sont aujourd'hui, mettons, des gens de classe moyenne un peu éduqués, mais normalement, le cliché qui est assez vrai, c'est des gens qui viennent d'un milieu très pauvre, ouvrier. Puis les premiers champions du monde québécois, des gens comme Jack Delaney, qui s'appelait Ovila Chapdelaine, d'ailleurs, qui c'est des formations anglophones de son nom, ou Lou Brouillard, ben c'est des Québécois qui sont déménagés. Il y a eu une vague de migration de Canadiens français aux États-Unis, près d'1 million qui sont allés travailler dans des conditions vraiment difficiles, dans des taudis avec des conditions de vie minables. Puis, ben, à un moment donné, la boxe, dans les années 20, c'était vraiment l'âge d'or de la boxe. Fait qu'ils ont commencé à entrer là-dedans. Puis, veut pas, les Canadiens français, ben, ils ont une constitution forte, des gens qui viennent du travail de la terre, des métiers manuels. Puis, tu sais, il y en a un qui est un Américain, en fait, mais qui est un Québécois né aux États-Unis, Kid Lavigne. C'était le premier champion du monde de l'histoire des poids légers. C'est quelqu'un qui a appris la boxe il s'entraînait au début dans un moulin à scie. Donc, tu sais, ça fait du monde qui sont physiquement extrêmement forts. Là. Ouais. Puis il a été champion du monde, lui. Ouais, le premier champion de l'histoire des poids légers. Il s'est même battu à l'époque à main nue, puis il a fait des combats autour de 50 rounds. Je pense que c'est 77 rounds. 50 rounds? Ouais. Attends, je me rappelle, il n'y a pas là, mais c'est-tu des 3 minutes comme aujourd'hui? C'est durait quoi, 8 heures? Juste que c'est... Oui. Le plus long combat de l'histoire, je pense, c'est 110 rounds. C'est des combats de 8 heures, mais on se bat pas avec la même intensité, si on veut. Tu sais, en plus, quand l'époque à main nue... on s'étudie davantage, on prend un peu plus notre temps. C'est pas comme là, quand tu as 12 rounds de 3 minutes, ça va être à haute intensité. Là. OK. Puis dis-moi, c'est quoi les... on a à sortir quelques grands champions de cette époque-là. Là. Commençons par la période un peu des débuts. Là. Tu te parlais de Kid Lavigne, mais je te dirais que probablement Kid Lavigne, Jack Delaney et Lou Brouillard sont sans doute les Québécois les plus grands de toute époque confondue. Là, on est à quelle époque, là? 1920, 1930 à peu près? Les Kid Lavigne, c'est dans les années fin 1800, donc 1898 à peu près. Okay. Jack Delaney, 1920-30, puis Lou Brouillard, 1930. Donc, puis tu sais, Lou Brouillard a été 2 fois champion dans 2 catégories de poids. Puis à l'époque, il faut dire qu'il n'y a pas autant de catégories qu'aujourd'hui, puis il n'y a pas autant de ceintures. Donc, quand tu étais champion d'une catégorie, tu étais le champion. Aujourd'hui, il y a comme 4 ceintures par catégorie. Il faut tant de catégories, tu sais. Veux pas, c'est comme si il pourrait y avoir 85 personnes champions du monde en même temps, tandis qu'à cette époque-là, ben, tu en avais 8, puis c'est tout, là. OK. Puis si on va dans l'époque plus récente, mettons, c'est qui on parle? Tu sais, moi, je me rappelle... Des grands boxeurs plus récents? Ouais. Ben, évidemment, Jean-Pascal est un peu un incontournable. Il a été 2 fois champion du monde. Arturo Gatti a été 2 fois champion du monde à des combats. Puis, tu sais, veux pas, c'est des combats qui ont attiré beaucoup l'attention. Arturo Gatti s'est plongé dans des batailles incroyables. Quelqu'un comme Arthur Beterbiev, plus récemment, qui est d'origine tchétchène. Bon, écoute, merci Jules. Écoute, on va à la pause. Merci. On part une petite pause de 2 minutes, puis on vient après. On va continuer à parler. Il y a beaucoup d'affaires à parler par rapport à la boxe. Merci Jules. Alors, de retour à Dimanche on lit avec Jules Falardeau, notre premier invité cette semaine pour de son livre Du sang, de la sueur et des larmes. On a parlé beaucoup des premiers boxeurs, les champions de l'époque de l'âge des débuts, en fait, de la boxe, les champions plus récents. Continuons donc là-dessus. Ouais. Eddie Mello, Éric Lucas, les frères Hilton. Oui, c'est ça. Moi, c'est sûr que je les ai divisés aussi en époque. Là. Fait que Eddie Mello, c'est plus dans les années 70. C'est ce que moi, j'appelle l'âge d'or de la boxe locale. Donc, Pourquoi tu appelles ça l'âge d'or de la boxe locale? Parce que Régis Lévesque, qui était un promoteur, avait réussi, et c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'école de marketing ni rien. Là. Il avait compris que si tu faisais un combat puis tu opposais des rivalités naturelles, c'est-à-dire Québec-Montréal, un Français, un Anglais, puis que c'était pas des combats où... C'est des combats où les gens sont inquiets, où ils savent pas qui va gagner. Fait que tu peux remplir un amphithéâtre avec un combat qui a pas d'enjeu de titre quelconque. Fait qu'il faisait des 15-20 000 personnes avec un combat local.
qu'il n'y avait pas de le monde se ceinture à la déplaçait, clé. c'est ça. Puis là, il se déplaçait pour la revanche. Puis il se déplaçait. Fait que Régis Lévesque a mis... Il créait un narratif, il créait une histoire. Puis tout le monde avec parlait un de combat ça à de boxe. l'usine pendant semaines, les semaines Ouais. avant, les lignes ouvertes, les journaux. Puis Tiggy Aimon, veut pas, était un peu parti de ça parce que Tiggy Aimon était le chroniqueur. Tiggy Aimon, c'est quoi, ouais? Le chroniqueur le plus populaire du Journal de Montréal à l'époque. C'est ça. Puis c'était un fan de boxe. Puis Eddie Melo, pour lui, c'était la quintessence. Là, fait qu'il en parlait. Fait que veut pas, c'était une époque vraiment riche au niveau des rivalités, tu sais, les Fernand Marcotte. Après ça, tu as eu les frères Hilton. Fait que toute cette époque-là, c'était bien riche en termes de combats locaux. Des fois, il y a des petits creux de vague. Puis après ça, dans les années 90, ben là, on revient avec Stéphane Ouellet, Éric Lucas. Et là, on a comme l'émergence. Interbox devient une organisation qui prétend former des champions dans le futur. Puis Stéphane Ouellet était comme le moteur économique. Il rassemblait les gens. Il avait été champion chez les amateurs. Il était très, très doué. Finalement, c'est pas lui qui est devenu champion du monde. C'est Éric Lucas qui était un petit peu plus dans l'ombre, qui était le travailleur... quelqu'un qui a jamais manqué une séance d'entraînement, mettons. Okay. Puis, qui était moins doué naturellement, mais qui finalement, s'entraînait. à force de travail et de courage et de persévérance, Ouais. il est devenu champion du monde. Fait que je pense que tout le Québec se rappelle de son combat où il est devenu champion. Là. Moi aussi, je me rappelle de ça. Moi, j'ai un souvenir plus précis. C'est drôle parce que moi, dans les années 70-80, on suivait ça de loin, comme je t'en parlais tantôt. Je me rappelle du combat Sugar Ray Leonard puis Roberto Duran, qui n'était pas un combat entre des Québécois, mais qui était quand même un combat important qui a eu lieu à Montréal. Que je traite d'ailleurs abondamment. Ouais. Parce que veut pas, c'est le plus gros combat qui a jamais lieu en termes d'ampleur. Il y a 46 000 personnes, stade olympique. Il y a dans la même soirée Cleveland Denny qui décède sous les coups de Gaétan Hart. Ah oui, il y a eu cette histoire-là. C'est ça. Il y a eu aussi Eddie Melo, Fernand Marcotte qui était une rivalité. Donc, c'était le troisième combat ce soir-là. Puis, Roberto Duran, Sugar Ray Leonard, c'est deux boxeurs qui sont au sommet de leur art à ce moment-là. Ils se rencontrent. C'est quelle ceinture? Rappelle-moi quel poids. C'était là, welter, donc 147 livres. Okay. Puis, ce qui est arrivé, en fait, c'est que Tiggy Aimon parlait de Roberto Duran dans les journaux des mois avant en disant « Ah, Panama, ils ont un grand boxeur. » Fait qu'il a comme monté. Okay. Puis quand il est arrivé ici, juste avant le combat, Tiggy Aimon, il ramasse un drapeau du Québec dans le coin d'un stand du stade olympique, puis il donne au coin de Duran. Fait que là, Duran entame sa marche vers le ring, précédé, suivi d'un drapeau du Québec. La foule, c'était incroyable. Puis Duran a gagné, en fait, ce combat-là. Regardez-le sur YouTube, c'est un combat incroyable. Si quelqu'un veut s'initier puis voir vraiment une toile de grand maître la première fois, là, regarde ce combat-là, c'est incroyable. Écoute, l'autre affaire que tu parles beaucoup dans ton livre, qui mais une des raisons pour lesquelles je pense que j'ai trippé pas mal, c'est que, tu sais, bon, on a parlé d'ailleurs, tu sais, c'est beaucoup des pauvres qui font ça. Il y a beaucoup d'histoires de champions du monde qui sont devenus millionnaires là-dedans, puis qu'après que leur carrière soit terminée, ils étaient amochés et pauvres. Fait que, il y a c'est un peu une histoire d'exploitation. Il y a aussi, autour de la boxe, il y a toutes les histoires tu parlais de Régis Lévesque tout à l'heure, mais il y a les promoteurs, justement, on a l'impression qu'ils s'en mettaient plein les poches, puis au dépend des espèces de gladiateurs des temps modernes que sont les boxeurs. Tu parles de ça, tu peux nous en parler un peu de ça, ces histoires-là? Bien, de toute époque, partout, je veux dire, les boxeurs sont un peu à la merci des promoteurs. Le promoteur organise le combat, ou bien là, aujourd'hui, on a des organisations qui vont signer un boxeur, c'est-à-dire lui donner un salaire, puis lui trouver des combats, puis le faire progresser. C'est quand même un petit peu mieux encadré que ça l'était, mais le boxeur était souvent quelqu'un de pas éduqué, puis qui était... quelqu'un comme l'Acadien Yvon Durel, par exemple, je veux dire, il voyait jamais l'argent de ses bourses. Là, il revenait chez eux, il était allé se battre, puis il revenait avec pas une scène. Puis là, sa femme me dit « Ça n'a pas de bon sens, comment tu te fais exploiter? » OK. Écoute, très intéressant. Jules, écoute, on vient, on s'en va encore à une pause. Écoute, mon régisseur me fait signe qu'il faut aller à une toune. Fait qu'on va à une toune, puis on revient avec Jules tout de suite après. Merci. Alors, c'est Denis Trudel de retour à 103.3 pour l'émission Dimanche on lit avec mon invité Jules Falardeau pour son livre Du sang, de la sueur et des larmes, toutes sortes de belles histoires. Vincent, qui est avec moi, que je vous ai présenté tantôt au début, il voulait poser une question à Jules. Fait que Vincent, vas-y donc. Ben oui, je t'écoute avec beaucoup d'intérêt. Moi, c'est pas quelque chose que je connais du tout, l'histoire de la boxe. Et je me demandais si l'histoire de la boxe, ça racontait aussi un peu l'histoire du Québec à travers ça, puis peut-être une histoire qu'on connaît peut-être un peu moins, une histoire populaire, puisqu'on parle que c'est des personnes moins nantis qui sont là-dedans.
Oui, parce que c'est ça. Ma prémisse, c'est de dire, comme après qu'on a été conquis, on part du bas de l'échelle. Donc, on était un peuple du bas de l'échelle qui était confiné au travail de la terre. Fait que quand je disais, ça a créé des gens avec une constitution physique forte, ben c'est ça, tu sais, des bûcherons, des fils de cultivateurs. Et il y a toujours eu ça. Il y a eu cette espèce de, si on veut, d'acharnement individuel qui a fait en sorte qu'on a eu de toute époque des grands boxeurs. Puis, tu sais, il y a eu des longs moments où on n'a pas eu de champion, mais quand même, on a produit pour un petit peuple de 8 millions de personnes, on a produit beaucoup de champions du monde. Hein. Puis, veut pas. Mais là, tu sais, quand je dis ça traverse notre histoire, tu as eu les Canadiens français exilés, mais là, plus tard, tu as aussi les vagues d'immigration qui se mêlent à ça. Fait que là, dans les années 70, tu as des immigrants portugais, italiens. Plus tard, on va avoir des Haïtiens, des Colombiens, des Roumains, des Maghrébins. Donc, tout le monde, tu sais, ça a été toujours une histoire si on veut, d'ascenseur social ou de tentative d'ascenseur social. Mais pour un Lucien Boutet qui réussit à devenir champion, tu vas toujours en avoir des dizaines qui finissent avec des séquelles, puis blessés, séquelles à vie, sans jamais s'approcher d'un titre. C'est extrêmement dangereux, la boxe, en fait. Effectivement. C'est quoi, il y a une histoire que tu racontes, d'ailleurs, tantôt t'en parlais, mais il y en a eu d'autres histoires de même de trucs qui sont mal finis. C'est Gaétan Hart qui avait... son adversaire, Cleveland Denny, en fait, est tombé dans le coma après, puis 3 semaines plus tard... Ça, c'est en 1980. Ouais, c'est ça. Mais il y en a d'autres. Puis, tu sais, je veux dire, Laurent Dautuil, c'est un Français qui est venu se battre, puis il a déménagé ici, puis il est passé à 13 secondes de battre Jake LaMotta en championnat du monde. Jake LaMotta, qui est la vedette du film de... C'est ça, et qui était à Détroit. Et LaMotta l'étend 13 secondes avant la fin. Puis Dautuil s'en est jamais remis. Et il est retourné en France. Il a fini qu'il était dans un cirque ambulant à jouer son rôle du combat où il perdait. Il est comme fini, pauvre, malheureux, oublié de tous, puis il s'est suicidé. Fait que des histoires de boxe, c'est souvent tragique à tous les niveaux. Là. Puis à contrario, y a-tu des histoires, des belles histoires? Mettons plus récent, là. Mettons que moi, je regarde Kim Clavel, je veux dire, tu sais, tout le monde l'apprécie. Juste pour en parler, Kim Clavel, c'est quoi? Elle a fait quoi exactement? Kim Clavel, elle est infirmière, puis elle a été championne du monde. Fait que c'est quand même des exploits incroyables. Puis elle a un charisme qui fait que c'est probablement la plus grande star de la boxe au Québec en ce moment. Puis la boxe féminine, on a beaucoup de Québécoises chez les amateurs qui passent chez les pros. Fait que la boxe féminine en ce moment au Québec est assez en forme. Là. Puis la boxe masculine, elle? On est dans un petit creux de vague. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons boxeurs, mais il y a quelque chose qui s'est produit au niveau des assistances. On n'a pas les mêmes assistances qu'on avait quand on avait Lucien Boutet ou Stéphane Ouellette. Là, des 20 000 personnes, on ne voit plus vraiment ça. Là. Puis ça, c'est intéressant que tu me parles de ça, parce que moi, je lisais ton livre, puis j'avais le goût d'aller dans une soirée de boxe. Peut-être qu'on devrait y aller ensemble. Je ne sais pas s'il y en a une. Moi, je te dirais que... Parce que ça a l'air trippant. Tu parles de l'atmosphère des matchs auxquels tu as assisté. Ça a l'air vraiment cool. Mais c'est que l'atmosphère était... Quand il y a un combat où tu sais pas si ton boxeur favori va gagner ou pas, c'est là que tu es fébrile. Ouais. Parce que le modèle aujourd'hui, c'est que... Je vais pas dire que les combats sont arrangés, mais on donne aux boxeurs des boxeurs prenables. Donc, il n'y a pas une vraie inquiétude. Okay. C'est rendu à un certain seuil quand on est proche des championnats du monde. Sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, je te dirais, si tu veux aller voir une soirée de boxe pour te plonger dans une vraie atmosphère de tension comme ça serait la boxe amateur pour moi en ce moment. Ou la boxe féminine, peut-être. OK. Ben, faudrait que tu m'invites, en fait. Ouais, ben écoute, on se trouvera une soirée dans un club de boxe amateur. Oui, j'aimerais ça vraiment, parce que, honnêtement... J'ai lu ton livre, j'avais un préjugé par rapport à la boxe puis aux boxeurs. Puis là, j'en sors de là, puis je fais, mon Dieu Seigneur, mais c'est des gladiateurs des temps modernes. Puis ça me donnait le goût d'aller, tu sais. Tu parlais du match Sugar Ray Leonard Duran, d'aller le voir sur YouTube. J'ai pas pris le temps de le faire, mais on dirait que j'ai le goût d'aller le voir parce que je me rappelle, je l'avais vu à l'époque. Mais d'être là, de me plonger dans l'atmosphère, on dirait que ça donne vraiment à la le goût. fin, je donne en fait mon top 5 personnel parce que veux pas, il y a plein de combats que j'ai vus sur place. Mais il y a des combats que j'avais jamais vus dans les années 50. Fait que je les ai trouvés sur YouTube. Puis je dresse un palmarès des 5 plus grands combats tenus en sol québécois. OK, c'est quoi donc? Vas-y donc. Il y a Duran Leonard le premier. Il y a Archie Moore, Yvon Durel qui était à Montréal au Forum.
Stéphane Ouellet, Dave Hilton, combat incroyable. Il y avait Jean-Pascal Bernard Hopkins et il y avait Fernand Marcotte et Eddie Melo. Donc, tu sais, il y a aussi des revanches, des trilogies. Ça a toujours fait en partie de la boxe, là, ça, OK. 2-3 combats contre le même adversaire. Là, ça... Puis le plus grand boxeur de l'histoire, c'est qui? Ben, moi, je séparais les époques. Là. Je sais pas si on aura le temps que je dise ma précision, mais je pense que Vas-y, go. ça serait de toute époque, ça serait Lou Brouillard. Lou Brouillard, au Ouais. Québec. Ouais. Puis au monde? Ah ben là, ça, c'est trop compliqué. Mais... OK, trop compliqué. Hey, Jean Falardeau, merci. On n'a plus de temps. Après la pause, on revient avec Vincent Vallée pour son livre La différence québécoise. Merci, Jules. Merci, c'était vraiment ça fait plaisir. très intéressant. Allez acheter ça du sang de la soirée des larmes. C'est vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci, Jules. Alors, on est de retour à 103.3 pour l'émission Dimanche on lit, édition du 29 juin. Juste signaler que l'émission va être disponible dans les prochains jours sur 1033.ca. Alors, donc, vous pourrez l'écouter en rappel, en rediffusion. Alors, on est avec Vincent Vallée. Merci, Vincent, d'avoir accepté mon invitation. Merci pour m'avoir invité. Ben écoute, c'est très intéressant. Écoute, Vincent a écrit un livre, pas seul, en fait, mais c'est toi l'auteur principal, mais bon, vous êtes une équipe de recherche là-dedans, derrière ça. Ça s'appelle La différence québécoise. Je le montre à l'écran, un modèle de liberté, d'égalité, de coopération. C'est un livre, en fait, essentiellement qui explique, avec toutes sortes d'exemples, ça va dans toutes les directions, puis c'est très intéressant, comment, en fait, le Québec, on est différent. Pas meilleur, pas moins bon, juste différent, à la fois du reste du Canada, à la fois des États-Unis, puis du reste du monde, en fait. On est un modèle de société très, très, très particulier. Fait que, écoute, Vincent, pourquoi d'abord écrire un livre sur la différence québécoise? C'est quoi, ça vient d'où, cette affaire-là? Bien, en fait, ça vient c'est l'idée d'un ami à moi qui est Maxime Pedneau-Jobin, Oui. qui avait eu dans Ancien le fond... maire de Gatineau, c'est ça? Ancien maire de Gatineau, Ouais. ancien chroniqueur de la presse. Oui. Et dans le fond, lui, il y avait cette espèce d'habitude-là ou de passion de tous les articles de journaux, dans le fond, qui parlaient de la différence entre le Québec et le Canada. Bien, il prenait ses ciseaux, il le découpait, il le mettait dans une petite boîte. Puis il avait accumulé beaucoup de ces informations-là. Puis un moment donné, il est venu cogner à ma porte, puis il est venu me dire, regarde, j'ai ça, je sais qu'on devrait faire quelque chose avec ça, mais je sais pas quoi. Puis moi, j'ai dit, je pense que je sais qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis moi, je les ai mis, là, dans le fond, avec des logiciels, je l'ai mis dans une base de données, Ouais. puis j'ai accumulé de l'information. Puis j'ai ajouté beaucoup d'informations avec lui qui sont plus récentes, dans le fond. Puis à chaque fois, dans le fond, que tu avais une donnée, une statistique ou une information qui dit que le Québec est comme ça, le reste du Canada ou le monde est comme ça, on le mettait dans cette base de données-là. Puis on s'est dit, regarde, on va le faire un site web. Mais moi, j'avais envie aussi d'en faire une recherche. Donc, le 20 mai dernier, on a lancé le site web ladifference.québec où on peut retrouver toutes les informations qu'on a qui comparent le Québec puis le Canada, puis parfois avec le reste du monde, encore une fois. Et aussi, on a décidé, avec l'aide de l'Institut de recherche sur le Québec, de lancer une recherche, dans le fond, qui s'intéressait à une partie de ces données-là. Parce qu'on est rendu avec tellement de données, on en a plus que 1000. 1000 données. C'est juste une partie de celles-là qu'on a analysées dans le livre. OK. C'est celle qui concerne, dans le fond, j'appelle une conception large du vivre ensemble, c'est-à-dire les familles québécoises, l'égalité entre les hommes et les femmes, le rapport à l'immigration, aux Autochtones, aux personnes LGBT. On a aussi des questions qui touchent la langue, le nationalisme, le fédéralisme, puis aussi les croyances, la religion et la laïcité. OK. Fait que c'est ça, dans le fond, qu'on regarde dans ce livre-là. Merveilleux. Bon, allons-y, plongeons. Quelles sont les affaires? Comment on se démarque au Québec par rapport à... Quels sont les principaux exemples que tu pourrais nous donner, là? Bien, il y a déjà le Québec, c'est l'endroit au Canada où, en fait, on a la moitié des piscines de l'ensemble du Canada. Ah ouais. Les Québécois, Ça, c'est drôle en temps quand même. On a la moitié des piscines du reste du Canada. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. En fait, j'arrive pas à me faire une idée. Vas-y. ben, c'est ça aussi l'idée de ce livre-là. C'est pas de se dire si on est meilleur ou on est pire. Cette donnée-là est intéressante Oui. parce que ce qu'elle démontre, c'est juste qu'on a une différence qui est celle des piscines. Mais ça veut dire beaucoup de choses, les piscines, parce que ça veut dire, ben d'abord, probablement c'est un événement social, la piscine, surtout la Ouais. piscine hors terre encore. C'est encore plus vrai pour les piscines hors terre au Québec. OK. Mais ça veut dire qu'on se rassemble dans la cour, sur la terrasse, Oui. avec des gens. Mais il y a d'autres données aussi qui sont connexes avec les piscines parce que au Québec, c'est aussi l'endroit où il y a la moitié des noyades au Canada. Ah oui, c'est ça. Puis, C'est un peu un corollaire de la des première piscines. statistique. Ouais, c'est ça. puis ce qui est intéressant, c'est que dans l'article qui parlait des noyades, c'est qu'il ne faisait pas lien avec les piscines nécessairement. Il nous disait que c'est parce que le Québec était plus pauvre. Encore un peu dans une espèce de logique d'autodénigrement, alors que
Quand tu fais le corollaire avec les piscines, comme tu dis, là, tu comprends. C'est la même chose pour la consommation de l'eau. Le Québec, on consomme plus d'eau que le reste du Canada. Ça, on pourrait juger que c'est négatif, mais quand on compare avec la question des piscines, ben on voit qu'il y a un lien entre ça. Fait Il y a la moitié de l'eau qu'on consomme qui va dans nos piscines et non pas dans notre estomac. Ça prend de l'eau, les piscines. Ouais. Une autre différence qui est intéressante, ça concerne les familles. Les pères québécois sont à 93 %, donc presque la totalité des pères qui prennent leur congé de paternité. Dans le reste du Canada, c'est 24 %, donc moins du quart. Attends. 93 et 24 dans le reste du Canada. C'est quand même énorme la différence, là. C'est une grosse différence, puis ça parle aussi de l'investissement du père dans la famille. OK. Puis ça, j'ai d'autres données qui parlent justement de comment la famille québécoise, elle est faite, puis comment c'est important pour les deux parents que les deux parents s'investissent dans la famille au Québec. Donc ça, c'est très particulier du Québec, ça. Tout à fait. Très intéressant. Bon, il faut aller à la pause, Vincent, mais c'est très intéressant. J'ai d'autres sujets que je veux parler. Tu parles de plein d'affaires dans ton livre. Il y a plein de différences québécoises. Alors, on va à la pause, Vincent, puis on revient tout de suite après. On est au 103.3 à l'émission Dimanche on lit, édition du 29 juin. Alors, on revient à Dimanche on lit, édition 29 juin, avec mon invité Vincent Vallée pour le livre La différence québécoise. Bon, moi, je peux pas parler de mon expérience. Tu sais, j'ai été député à Ottawa pendant 5 ans et demi. Une des choses qui m'a frappé, un des effets qui ressort de ça, c'est comment le Québec est plus progressiste que le reste du Canada. Je l'ai constaté là-bas. Il y a plein de... Comme, je te donne un exemple bête. Là. Il y a 2 ans, on a voté un projet de loi à Ottawa pour un projet de loi anti-briseur de grève. Bon, donc pour les travailleurs sous juridiction fédérale. Mais ça fait 50 ans qu'au Québec, on a réglé cette question-là. On a une loi anti-briseur de grève depuis 1977 au Québec. C'est au Québec, je pense qu'il y a le plus de logements sociaux. C'est au Québec qu'il y a le plus haut taux de syndicalisation. C'est au Québec qu'on a le plus haut taux de femmes au travail. Puis ça, t'en parles dans ton livre. Il y a des raisons pour ça. Une des raisons. Et même, je pense qu'on a aussi le plus bas taux de pauvreté infantile au Canada. Et c'est aussi, je pense, en raison des garderies de Mme Marois. Enfin, une des raisons. Alors ça, c'est un peu... Ça m'a beaucoup frappé parce qu'on a des débats, notamment aussi sur l'aide médicale à mourir. Au Québec, on est prêt à passer aux demandes anticipées. C'est-à-dire qu'on puisse, avant de tomber malade puis avant d'être plus capable de prendre une décision pour nous-mêmes, décider que si on arrive à tel moment dans notre vie, on peut faire une demande on pourra avoir accès à l'aide médicale à mourir. Ça, c'est particulier au Québec. Mais quand t'entends le reste du Canada, ils sont pas encore prêts à aller là. Ça, je l'ai constaté quand j'étais là-bas. Tu parles un peu de ça dans ton livre. Parle-nous donc un peu de, justement, des rapports hommes-femmes dont tu parles beaucoup dans ton livre. Il y a des statistiques par rapport à ça. Comment le Québec se démarque? Bien, si tu me permets, Denis, je vais peut-être rebondir sur ce que tu as Vas-y. dit. Quand tu as dit qu'au Québec, on est plus progressiste que le reste du Canada, c'est pas comme ça que moi je le présente dans le livre, puis c'est pas l'impression que j'ai parce que si on se présente comme plus progressiste, c'est qu'on se dit qu'on est à l'avant-garde du Canada. Moi, je dis pas qu'on est meilleur que le Canada, je dis pas qu'on est en avance sur le Canada, je dis qu'on est différent. Puis tu as nommé des super bons exemples, en fait, de différence. Puis dans la conclusion, à la fin, un des éléments que je parle, puis c'est dans le titre, c'est que le Québec accorde une importance particulière à l'égalité. Ce qui n'est pas le cas dans le reste du Canada. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune tendance égalitaire, mais ça veut dire qu'au Québec, c'est très, très, très important la question de l'égalité, ce qui donne l'impression qu'on est plus progressiste parce que les partis progressistes ont des fibres plus proches de l'égalité. Mais ce n'est pas des différences au niveau idéologique partisane qu'on a au Québec. C'est vraiment une question fondamentale, je dirais même anthropologique, culturelle. Fait que la comparaison avec le Canada, c'est pas de dire qu'on est meilleur que le Canada, c'est de regarder le Québec, regarder le Canada, puis se dire, OK, le Canada se comporte comme ça, le Québec se comporte comme ça. C'est des choix de société qui sont différents. Puis est-ce que le Canada va faire comme le Québec plus tard? Peut-être, mais peut-être pas non plus. Peut-être pas non plus. C'est tout à fait possible qu'il n'y ait jamais dans la direction du Québec. Puis à la limite, j'ai envie de dire que c'est correct parce que c'est une société qui est différente, qui fait ses propres choix. Puis nous, ce qu'on dit, c'est nous, on fait nos propres choix en matière de... Tu as parlé de logements sociaux, en matière de garderie, ce genre de choix-là. Puis aussi, ça fait partie des conclusions, c'est que le Québec accorde plus d'importance à l'État. Les Québécois s'en remettent à l'État pour la redistribution, mais pour les actions politiques, pour les interventions. Les Québécois considèrent que l'État, c'est un petit peu le prolongement de la société. Donc, moi, dans le livre, le terme que j'utilise, c'est des choix collectifs qui sont faits à travers l'État et qui sont, dans le fond, qui
se répercute dans les résultats sociaux dont tu as mentionné la mortalité infantile ou cette pauvreté infantile. La pauvreté infantile, oui. Merci, c'est des choses comme celle-là. OK. Donc, mais ça, c'est important. Là. Parce que tu parles, il y a un chapitre où tu parles beaucoup de ça dans tes conclusions, je pense. La différence entre nous et le reste du Canada, c'est que nous, on met l'égalité avant la liberté, alors que dans le reste du Canada, c'est le contraire. Ils mettent la liberté comme valeur cardinale avant l'égalité. Enfin, tu parles de ça, non? C'est presque ça. En fait, ce que je dis exactement, c'est que dans le Canada, la valeur principale qu'ils mettent de l'avant, c'est la liberté. Donc ça, là-dessus, tu as tout à fait raison. Au Québec, on ne met pas l'égalité avant la liberté. C'est qu'on met la liberté et l'égalité dans nos valeurs fondamentales. Okay. Comme sur le même pied d'égalité, Comme sur un même pied d'égalité, parce que il y a l'égalité entre les hommes et les femmes qui est fondamentale, on le voit. Puis d'ailleurs, ça, c'est intéressant, tu parlais d'exemples sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Un exemple que j'aime beaucoup, puis ça touche les familles aussi, c'est qu'au Québec, les femmes se considèrent davantage comme femmes que comme mères, que comme conjointes, dans l'ordre. Dans le reste du Canada, c'est le contraire. Ils se considèrent d'abord comme conjointes, puis comme mères, puis comme femmes. C'est donc bien intéressant, ça. Ce qui est une différence de perception de soi, puis ce qui parle, dans le fond, de l'engagement des femmes dans la société, leur rôle dans la famille. Puis c'est peut-être aussi parce que les pères s'impliquent plus dans la famille. Bref, tout ça, évidemment, c'est lié. Puis la famille, c'est aussi l'élément de base d'une société. Parce que les sociétés reproduisent leur modèle familial, ont tendance à reproduire le modèle familial dans le modèle de société. OK. C'est super intéressant, ça. Bon, là, il y a vraiment plein d'autres sujets dont tu parles dans ton livre, notamment notre rapport avec l'immigration. Je pense qu'au Québec, on a comme une meilleure... Enfin, tu as des statistiques qui viennent dire qu'il y a une meilleure mixité sociale au Québec dans notre modèle d'intégration par rapport à l'immigration. Tu parles de ça, hein? Oui, en fait, je compare les villes de Montréal, Toronto, Vancouver. Ouais. Puis ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup plus de... Bon, Vincent, il faut qu'on aille à la pause, mais garde ton idée. On revient tout de suite après. Alors, on est au 103.3. Dimanche, on lit avec Vincent Vallée pour son livre La différence québécoise. On revient dans 2 minutes. Merci. Oui, on a vraiment une émission vraiment intéressante. Je suis super content. On a eu des discussions pendant la pause qui concernent toutes sortes de sujets. Mais je veux qu'on revienne sur l'immigration. On était parti là-dessus, Vincent. Notre modèle d'intégration est différent à Montréal, Toronto, Vancouver. T'en parles dans ton livre. Je te continue sur ton idée. Bien, c'est ça, c'est parce que, dans le fond, je suis tombé sur une étude à un moment donné qui voulait démontrer... L'objectif de l'étude, en gros, c'était de démontrer que les quartiers où il y a plus d'ethnie, dans le fond, là, c'est le terme utilisé, ils sont pas plus pauvres que les autres quartiers. Puis là, essayer de démontrer ça, dans le fond. Mais ce que ça révèle aussi, c'est le niveau de concentration d'une seule ethnie ou nation à l'intérieur d'un quartier. Puis on a Montréal, Toronto, Vancouver, comme je l'ai dit. Et à Toronto, on avait, à l'époque où l'étude a été faite, 23 % des quartiers qui a des quartiers avec une proportion de plus que 50 % d'une seule ethnie. OK. À Vancouver, c'est 21 %, donc c'était proche. Puis à Montréal, c'est 1,7 %. OK. Ce qui veut dire que, oui, à Montréal, il y a de l'immigration, évidemment, mais les quartiers de Montréal sont plus mixtes. Okay. Il y a davantage de personnes natives ou des paléo-québécois, comme certains pourraient dire, et de néo-québécois qui sont ensemble dans les quartiers. Okay. Contrairement à Vancouver et à Toronto, où les quartiers sont plus concentrés, où il y a des quartiers pendjabis, des quartiers hindous, des quartiers arabo-musulmans, ou des choses comme ça. Là. Alors qu'ici, c'est plus mêlé. Comment on explique ça? Comment on explique ça? Le livre, il ne vient pas amener des explications, il vient regarder les différences, mais le livre, il permet de poser ces questions-là puis de se dire, justement, c'est intéressant d'aller creuser puis d'essayer de comprendre pourquoi. L'étude, elle ne visait pas ça pantoute, mais elle révèle ça. C'est vraiment très intéressant. L'autre affaire qui est vraiment très intéressante, c'est parlons des Autochtones. Il y a notre façon... Puis ça, c'est un sujet qui revient souvent dans l'actualité. Moi, je l'ai vécu beaucoup à Ottawa. On parle toujours des territoires non cédés. On a toujours une espèce de culpabilité qu'on ressent quand on est à Ottawa par rapport aux Autochtones, qui est réel. Évidemment, il y a eu comme un genre de génocide culturel par rapport aux Autochtones. Ils étaient ici quand on est arrivé. Mais on a quand même eu une façon à travers l'histoire. Le Québec s'est assis avec les Autochtones au moins 4-5 fois pour faire des traités, faire des ententes. Et notre rapport aux Autochtones est différent au Québec. Parle-nous-en donc, tu as quelques statistiques là-dessus.
Ben, c'est ça. C'est pas un livre qui porte sur l'histoire, mais des fois, il y a certains domaines qui est difficile de ne pas parler d'histoire. Ouais. La question des Autochtones, c'est majeur parce qu'on le sait qu'à l'époque de la Nouvelle-France, particulièrement dans ce qui s'appelait le Canada à l'époque, qui était le Québec, les rapports entre les Autochtones puis les Canadiens n'étaient pas les mêmes. Entre autres, il y a eu la Grande Paix de 1608 qui avait été faite, qui avait établi justement une entente entre les Autochtones puis ce qui deviendra les Québécois pour s'installer en Nouvelle-France. Bref, il y a eu plusieurs étapes, la Grande Paix de 1701, etc. Mais dans le fond, un des éléments qu'on voit qui, on pourrait dire, perdure dans le temps, parce qu'est-ce que ça fait juste partie de l'histoire ou est-ce que ça continue? Bien, le Québec, c'est l'endroit où, de loin, les Autochtones qui vivent dans leur communauté parlent le plus leur langue. C'est à 80 %. Alors que la deuxième province, là, c'est de mémoire, là, c'est l'Ontario à 40 %. Donc, c'est environ la moitié des Autochtones qui vivent dans leur communauté qui parlent leur langue. Puis comme Denis, tu le sais très bien, il y a encore plus de nations autochtones dans l'Ouest et pourtant, ils parlent encore moins leur langue qu'en Ontario ou qu'au Québec, avec des gros chiffres. Une autre statistique, on parle de culpabilité et tout ça, moi, ça m'avait vraiment frappé, c'est de voir les statistiques sur les pensionnats. Les pensionnats, on est tous d'accord que c'est des horreurs, il y a des histoires d'horreur à l'intérieur de ça, puis chaque mort, c'est un mort de trop. Ça, on est tous d'accord. Au Québec, lorsqu'on regarde, puis qu'on compare avec le reste du Canada, le nombre de mémoire, c'est 38 décès au Québec dans les pensionnats, ce qui représente 1,8 % de l'ensemble des décès dans tout le Canada. Puis l'ironie de ça, c'est qu'il y a un sondage qui a été fait pour demander à tous les Canadiens à quel point ils se sentaient coupables par rapport aux sévices qui ont été faits aux Autochtones. Les Québécois se sentent davantage coupables que les autres Canadiens. Même s'il y en a eu moins au Québec. Même si, objectivement, il y en a eu loin, le sentiment de culpabilité rapporté est plus élevé chez les Québécois. Wow, ça, j'avoue, je ne sais pas comment on pourrait l'expliquer, par exemple. Là. On a comme une culpabilité inhérente par rapport à ces enjeux-là. Peut-être sur d'autres enjeux, ça touche aussi. Bon, écoute, tellement de données, tellement de sujets intéressants. Tu vois, il y a des trucs, là, il ne reste plus de temps, malheureusement. Là, mais écoute, j'encourage les gens vraiment sur... oui, on est les moins religieux aussi. Ça, c'est intéressant. On est la province où il y a le moins de gens qui sont accros à des religions, enfin, qui pratiquent une religion quelconque, non? Oui, mais ça a été important pour moi aussi de faire la différence entre le rapport à l'immigration puis le rapport aux croyances, parce qu'il y en a des fois ils mélangent les deux. Puis moi, j'ai vraiment fait la différence parce que les Québécois sont assez accueillants. On a parlé de la mixité, là, puis de l'attitude, mais les Québécois sont assez accueillants envers l'immigration lorsqu'on regarde par rapport aux minorités visibles. Tout ça, c'est dans le livre. Mais par rapport à la croyance religieuse, les Québécois sont moins croyants, sont moins pratiquants, sont aussi plus méfiants envers le phénomène religieux en général, sont aussi plus méfiants envers tout ce qui est un peu l'ésotérisme, là, les croyances un peu paranormales. Puis aussi, c'est au Québec qu'on rapporte le moins de Bigfoot lorsqu'on le compare avec les autres provinces. Je sais pas. Ça, puis les Yétis, puis tout ça, là? Oui, c'est ça. OK, il y en a moins de croyances dans ces affaires-là. Il y a vraiment les chiffres existent, là, on peut les retrouver, on a la source dans le livre, là. Donc, c'est le genre de différence qu'on va retrouver, là. Bon, Vincent, écoute, c'est super intéressant. Vraiment, merci infiniment d'être venu ce matin. Écoutez, j'encourage tout le monde à lire le livre. Parce que là, on a abordé à peu près, je sais pas, même pas un quart du livre. Il y a plein de chiffres là-dedans, il y a plein de statistiques. Moi, je l'ai dévoré. C'est vraiment intéressant. Alors, je vous encourage. La différence québécoise, l'Institut de recherche sur le Québec. Vincent, merci. Merci. Alors, merci, Denis. Alors, écoutez, ma première émission, Dimanche on lit, 103,3, dans ce 29 juin. Je vais revenir, enfin, à moins qu'il me clairerait, là, s'il me trouve vraiment pas bon. Mais théoriquement, dans 2 semaines, je devrais revenir dimanche matin avec d'autres livres, j'espère qu'ils vont être aussi intéressants. Merci, Vincent.